Oui, pour rester avec votre candidature, qu'est-ce qui vous a réellement poussé à déclarer votre candidature à la présidentielle? Encore une fois, l'expérience que j'ai accumulée pendant presque 10 ans m'a mené à une situation intéressante. Je me suis dit, en venant au gouvernement, j'ai déjà expliqué plusieurs fois aux amis de la presse, un peu partout, à l'opinion nationale, en venant dans ce gouvernement, ce n'était pas d'abord par intention. Vous savez, il y a des hommes politiques qui s'impliquent dans une activité politique avec comme résultat de dire, bon, maintenant, je viens tirer les dividendes, je vais être ministre. Je ne l'ai pas cherché. C'est un peu par accident. Après avoir contribué à travers le groupe, le Forum des citoyens pour l'alternance, basé aux États-Unis et qui avait des ramifications un peu partout dans la diaspora, nous avons contribué à l'alternance et on m'a proposé ce poste et j'ai expliqué aux Sénégalais toutes les réticences que j'avais eues. Mais une fois entré dans le gouvernement, j'ai fait le travail que j'avais à faire. Au bout de cela, je me suis posé j'avais 3 options. Devenir consultant international sur les questions de développement et faire de la mise en relation entre les pays qui cherchent des bailleurs de fonds, le secteur privé qui cherche des partenariats. C'était une option possible et me faire beaucoup d'argent, être rapidement milliardaire et cette fois milliardaire légitime parce que je suis dans le secteur privé. Moi, je ne conçois de milliardaire que dans le secteur privé. Je l'ai dit, toute personne qui n'a exercé qu'une activité gouvernementale ou une activité de service public et qui se retrouve être milliardaire doit être mis au banc de la nation et doit s'expliquer. Là, vous pensez à qui? Ben, moi, je ne pense à vous de penser à quelqu'un. Vous savez, Cheikh Tidiane Gadio est connu pour une particularité. Je me mêle de mes affaires, je m'occupe de mes affaires. Mais les affaires du peuple et tout ce qui concerne effectivement des questions de malgouvernance m'intéressent. Mais je ne suis pas dans la logique d'accusation contre accusation. Dénoncer, c'est une posture politique. Mais je voudrais aller au-delà de l'acte de dénonciation, prouver que c'est possible de servir son pays avec honneur, avec dignité, de servir son pays avec courage et sacrifice, de ne pas forcément servir son pays en cherchant à se mettre quelque chose dans la poche. C'est ce que nous avons appelé dans le manifeste du mouvement politique citoyen Louis Djadjadna, servir et non se servir. Alors pour revenir aux autres options, donc j'avais le cabinet de consultation. Je dois avouer d'ailleurs que j'ai mis en place mon cabinet 2 semaines après être sorti du gouvernement. Parce que j'étais très gêné par une certaine tradition politique que j'avais vue au Sénégal. C'est comme s'il n'y a pas de vie après la fonction ministérielle. Il y a des ministres où ils sont déprimés parce qu'ils ont quitté le gouvernement et ils restent chez eux, où ils se mettent à voyager, à se déplacer, etc. Et j'étais curieux aussi de savoir comment un ancien ministre qui a vécu sa fonction dans la dignité, comment un ancien ministre peut rester dans les vols business, première classe, habiter des hôtels 5 étoiles, sans pouvoir justifier de ressources nouvelles qui lui arrivent, parce que ces épargnes peuvent peut-être le faire vivre 6 mois, 12 mois, mais sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, avoir des ressources pour mener une telle vie m'a toujours étonné. Et j'en avais fait un point d'honneur. Le jour où je sors du gouvernement, je vais me reposer 2 semaines, parce que moi, je n'ai pas le temps de me reposer. Comme disait l'autre, on a toute la mort pour se reposer, n'est-ce pas, et dormir. Donc moi, le temps qui me reste ici, je veux travailler. Travailler pour mon pays, travailler pour l'Afrique. Alors sur cette base, je m'étais dit 2 semaines après la sortie du gouvernement, il faut créer votre cabinet. Et j'ai créé mon cabinet, Sarata International. Alors, c'était une option. Une autre option, c'était de retourner à l'université. J'ai toujours rêvé que cette expérience que j'ai accumulée pendant 9 ans et demi sur les problèmes du Sénégal et les problèmes de l'Afrique, de les traduire dans des ouvrages. J'ai commencé 2 ouvrages et malheureusement, la situation du Sénégal s'est accélérée. Et vous savez très bien que nous avons été le champion d'un combat stratégique pour l'avenir de notre pays. C'est la défense des institutions contre ce que nous avons appelé le projet de dévolution dynastique. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment, nous nous sommes posé la question entre aller faire de l'argent, travailler pour moi gloire personnelle en étant un chercheur, un professeur d'université qui retourne dans la vie académique et qui écrit des ouvrages, etc., contribuer aussi quelque part au développement de l'Afrique, entre ces 2 options, et choisir de me jeter dans la bataille politique. La bataille politique, non pas sous l'angle de politique politicienne, encore une fois, mais introduire un élément de bataille, de combat citoyen, de vision citoyenne de la politique, je me suis dit qu'il fallait finalement plonger. Parce que le Sénégal, en 2009-2010, pour nous, particulièrement en 2010,
traversait un moment critique de son histoire et nous avons trouvé que les fils du pays et les filles du pays qui pouvaient contribuer à la résolution de cette question, c'est-à-dire l'hypothèque sur l'avenir du pays, que ces fils et filles du pays devaient se manifester. Je pouvais le faire et rester dans un mouvement citoyen sans forcément être candidat à la présidence de la République. Mais honnêtement, j'ai examiné toutes les alternatives disponibles. J'ai examiné les options disponibles, les candidats potentiels, avec l'immense respect que j'ai pour chacun d'entre eux pris individuellement. Ils le savent tous. J'ai de la considération pour chacun d'entre eux. Je n'ai pas trouvé une chaussure à la taille de mon pied. J'ai pensé que moi-même, j'avais une mission de ce point de vue et que je devais me présenter devant les Sénégalais. Vous êtes plus valeureux que les autres candidats qui sont déjà déclarés? Non, non. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire alors? Je suis en train de vous dire qu'à un moment critique de l'histoire de mon pays, j'ai trouvé que c'était injuste de tourner le dos à mon pays pour retourner dans la consultance faire de l'argent ou aller dans la vie académique enseigner et me croiser les bras. J'ai pensé qu'il fallait plonger. Et il y a deux façons de plonger. On plonge pour défendre les institutions, comme j'ai dit, comme dans un mouvement citoyen. Mais j'ai dit qu'en évaluant l'offre politique existante, moi et mes amis, mes camarades citoyens, nous avons estimé qu'il y avait place dans ce pays pour une candidature politique citoyenne portée par Cheikh Tidiane Gadio et que ce serait un plus pour le peuple sénégalais que de payer attention à cette candidature et de confier les rênes du Sénégal à Cheikh Tidiane Gadio, qu'il y avait effectivement un intérêt à le faire pour notre pays. Oui, Cheikh Tidiane Gadio, la loi sénégalaise est claire. Pour être candidat, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Vous avez vécu pendant une longue période aux États-Unis. Est-ce que vous êtes exclusivement sénégalais? Exclusivement de nationalité sénégalaise. Si on peut me soupçonner de quelque chose, c'est peut-être d'être aussi de nationalité africaine, parce que je suis panafricaniste. Terminé. Alors, ceux qui attendent que je dépose mon dossier au Conseil constitutionnel pour aller poser la question au Conseil constitutionnel, est-ce que Gadio a la nationalité américaine? Vous êtes en train un peu de gâcher leur plaisir parce que je voulais laisser faire jusqu'à ce qu'on arrive à ce point. Et s'ils ont misé sur ça pour empêcher ma candidature, vous savez, j'ai fait la communication. Il y a quelqu'un qui disait que c'est en essayant d'empêcher les mauvais écrits de naître qu'on empêche les bons écrits de naître. C'est en essayant d'empêcher certains candidats qui les dérangent ou qu'ils considèrent comme de mauvais candidats d'émerger qu'ils peuvent bloquer la route à de bons candidats. Moi, je suis, je pense, un excellent candidat. En 2012, certains Sénégalais d'ailleurs très sympathiques disent « Gadio, c'est l'avenir du pays », mais en 2019, Mylène et Gaye, s'il vous plaît, Gadio, c'est l'avenir du pays en 2012, pour plusieurs raisons dont on discutera tout de suite, parce que le Sénégal n'a pas le temps de se donner encore une marge de 7 ans de politique politicienne. L'heure de la rupture va sonner en février 2012. Il n'y a pas une autre alternative. C'est en 2012 que nous allons jouer le destin de notre pays, prendre un nouveau tournant radical ou continuer à faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire la politique politicienne depuis 1960, répéter les mêmes vieilles politiques qui ont handicapé le Sénégal, qui ont fait qu'en 50 ans, 52 ans d'indépendance, notre pays n'a multiplié son PIB que de 13 fois, quand la Corée du Sud a multiplié son PIB de 400 fois, alors qu'on était au même niveau, 1,5 milliard de dollars de PIB en 1960. Donc c'est pour dire qu'il est urgent d'agir, pour le peuple sénégalais, en février 2012. Oui, vous pensez que le pouvoir est dans une logique de bloquer votre candidature? Vous avez des informations concernant cela? Non, j'ai eu des échos qu'ils étaient confiants qu'il y a au moins un candidat important, comme ils disent, qu'ils attendent au tournant parce qu'ils vont prouver éventuellement que ce candidat a deux nationalités. Et quand vous avez posé la question, j'ai souri un peu, je me suis dit que les candidats, les hommes politiques et les journalistes parfois puisent aux mêmes sources. Peut-être que vous aussi, vous savez un peu ce que nos amis préparent. Mais moi, je suis non seulement serein, confiant. J'ai eu la chance, l'option, ayant fait la France, j'ai fait 7 ans en France, près d'1 an au Canada, 12 ans aux États-Unis. Plusieurs fois, j'ai eu la possibilité, très facilement, d'obtenir la nationalité de notre pays. Je vous jure que j'ai des témoins dans ma famille à qui je disais qu'il est hors de question de le faire pour 2 raisons.
parce que je suis un nationaliste africain et sénégalais. De ce point de vue, sans aucun compromis possible. Et deuxièmement, que je veux conserver ma viabilité politique. Si demain je suis intéressé à servir mon pays à un autre échelon. Donc là, vous voyez, c'était déjà très clair dans mon esprit. Maintenant, comme je dis, laissons le Conseil constitutionnel faire son travail, on verra bien. Voilà, nous allons avancer un peu, Georges, en parlant de programme. Monsieur le ministre d'État, quels sont les différents axes de votre programme concernant notamment la lutte contre la pauvreté au Sénégal? Exact, très bien. Je vous remercie parce que l'angle que vous prenez est exactement l'angle que nous avons pris. Certains pensent que une candidature à l'élection présidentielle, c'est commandité par des consultants un programme et venir énumérer, comme on dit, noyer les Sénégalais dans une rivière de propositions où les Sénégalais se perdent par la suite et ne retiennent absolument rien. Le mouvement politique citoyen, Louis Jodna, a des experts membres de notre organisation. C'est-à-dire que nous n'avons pas payé de consultants extérieurs, ce sont nos propres experts qui ont travaillé avec le candidat sur la vision du candidat. Et le candidat a dit exactement ce qu'il voulait faire pour ce pays. Et bien entendu, il faut s'appuyer sur l'expertise nationale, notre propre expertise. Et nous sommes arrivés effectivement à un certain nombre de conclusions. Le Sénégal a raté le départ pour son développement, n'est-ce pas, le décollage depuis 1960 quasiment, quand très vite nous sommes entrés dans une crise politique grave, celle de 1962, crise qui a vu les efforts de Mamadou Dia, qui lui était orienté véritablement vers le développement. Nous lui rendons un grand hommage, un hommage appuyé, et nous saluons sa mémoire. Très tôt, il a compris, et nous avons eu la chance de lire récemment le plan quadriennal de développement du Sénégal entre 1961 et 1964-65. C'est ahurissant de voir que tous les problèmes que nous posons aujourd'hui pour le développement du Sénégal étaient déjà posés en 1960-61. Mamadou Dia avait une claire conscience que pour développer un pays, il y avait des fondamentaux. Alors nous avons travaillé sur tout cela, sur cette expérience, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'aujourd'hui, il faut reprendre les choses quasiment au point de départ. Il faut reprendre les choses parce que l'agriculture, qui était un immense potentiel pour le Sénégal, n'a pas été exploitée correctement. Or, dans l'agriculture, il y a plus que nourrir les populations. Dans l'agriculture, vous avez ce que nous appelons la stratégie pour libérer du temps. C'est-à-dire faire que un Sénégalais ne se réveille pas le matin en ayant comme seule préoccupation d'aller chercher la nourriture pour lui et sa famille. Nous voulons que les Sénégalais soient nourris correctement par une agriculture non seulement d'abondance, mais une agriculture qui soit une véritable stratégie économique. Une véritable stratégie économique. Donc, notre credo aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut d'abord nourrir les Sénégalais, il faut éduquer les Sénégalais, les instruire, n'est-ce pas, et ensuite il faut soigner les Sénégalais. Parce que vous savez quoi, notre vision n'est pas très compliquée. Et on va l'expliquer aux Sénégalais, et je vous garantis que dans une semaine ou deux, demandez à n'importe quel Sénégalais quelle est la stratégie de développement du Sénégal de Cheikh Tidiane Gadio. Ce Sénégalais vous dira, Gadio dit qu'il faut nourrir, éduquer, soigner les Sénégalais pour les rendre performants et pour libérer leur énergie. Notre credo, c'est qu'il faut libérer l'énergie des citoyens parce que ce sont des citoyens qui développent leur pays. C'est ce qu'on appelle investir dans le capital humain. Investir dans le capital humain. Le plus grand capital que vous avez pour développer un pays, c'est le capital humain. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui vivent dans votre pays, n'est-ce pas? Et investir dans le capital humain, ce n'est pas jeter de l'argent dans le social. Comme disaient certains, oui, un gouvernement qui veut vraiment se moderniser ne va pas s'occuper de nourrir les gens, de s'occuper des questions sociales. Non. Même les pays développés aujourd'hui reviennent à ces fondamentaux que l'éducation n'est pas une dépense sociale où on jette l'argent par la fenêtre. L'éducation, c'est un investissement extrêmement rentable. Tous les pays émergents du monde que nous connaissons sont des pays où le taux de formation des cadres, le taux de scolarisation et d'alphabétisation, ces taux ont atteint des niveaux extraordinairement élevés. Donc investir dans l'éducation, c'est investir non seulement dans le capital humain, mais c'est investir dans le Sénégal. Si vous permettez juste que je termine sur ce point. L'autre point, c'est non seulement l'éducation, mais la question de la santé. La question de la santé.
tous les Sénégalais vous posent la même question, sauf peut-être une poignée de Sénégalais, un niveau très réduit. Ce niveau-là, peut-être, non seulement ils peuvent prendre les soins ici s'ils le souhaitent, mais ils peuvent prendre leur avion, aller en France, aller dans des plateaux médicaux techniques plus élevés pour se soigner. Mais 90-95% des Sénégalais ne peuvent pas se le permettre. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'on doit trouver dans le système que nous allons mettre en place une sorte de couverture universelle. Vous vous rappelez les débats, même dans les grands pays développés, le débat sur la couverture sanitaire universelle aux États-Unis, par exemple, qui a créé toute une polémique. En France, c'est une question sacrée, la sécurité sociale et la protection des citoyens. Nous pensons qu'au Sénégal, quand un malade arrive chez le médecin, on ne doit pas lui dire comment est-ce que vous allez payer, on doit lui dire qu'est-ce qui vous fait mal. Qu'est-ce qui vous fait mal? On le traite d'abord et après lui avoir donné les premiers soins, lui avoir rendu confiance que ce qui lui est arrivé, on peut le soigner. Après, on peut discuter questions administratives, questions financières. Mais quand nos hôpitaux sont délabrés, quand les hôpitaux ne sont pas rendus aux malades, les politiques, les ministres de la Santé, certains leaders politiques prennent les hôpitaux comme des lieux où on peut créer des emplois pour ses supporters, ses partisans, etc. On se retrouve dans une situation où l'hôpital n'est pas pour le malade, l'hôpital n'est pas pour soigner, l'hôpital est pour autre chose. Donc le mouvement politique citoyen, lui, Jot me dit des choses très simples. Une sorte de triptyque. Nourrir l'agriculture avec tout un programme autour de l'agriculture, éduquer, soigner, pour libérer les énergies. Libérer les énergies maintenant, on dira pour faire quoi voilà,